Bonjour, je suis Caro, Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast au fil du yoga, podcast dédié. au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour à vous tous, bonjour Ahmad Jabkor. Bonjour Caro, comment ça va? Bien et toi? Parfaitement. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien écoute, j'avais envie que nous discutions autour de, voilà, je suis débutant en yoga, de quel matériel ai-je besoin? Très bonne question. Et oui, alors je pense que le plus simple, c'est de commencer par la tenue que l'on porte. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée. Il y a une grande différence d'ailleurs entre toi et moi. En tout cas, quand tu pratiques du Kundalini. Moi, je suis toujours en legging. Oui, c'est vrai. Voire en short en été quand il fait très chaud ici à Marseille. Alors que toi, quand tu pratiques le Kundalini, tu es habillé. En sarouel, en pantalon large, des fois même. Alors, des fois, ça m'arrive de mettre des leggings, enfin, où est-ce qui ressemble à un legging et puis mettre une robe par-dessus. Ça m'arrive aussi. Ça, c'est pour le Kundalini. Pour le Hatha, c'est rare que je mette. Enfin, si j'ai des leggings, mais je les mets pas forcément. Alors, ça a l'air très girly là comme discussion, Oui. mais tout ça a un sens profond et philosophique mine de rien. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, alors il y a évidemment, on va dire, la question de la tradition. Mais là, dans ces cas-là, on pourrait même dire qu'en Inde, ils sont peut-être pas férus de leggings comme ici en Occident. Mais une des choses qu'on va retrouver, on va dire, dans tous les conseils du futur yogi dans les magazines, c'est une tenue confortable qui n'entrave pas les mouvements, puisqu'on fait pas mal de mouvements et de postures. Au niveau du Kundalini, pourquoi beaucoup de Sarwell? Parce que c'est vrai qu'on alors, il n'y a aucune interdiction, hein, chacun porte ce qu'il veut, tant que c'est une tenue digne et respectable, donc pas forcément le nombril à l'air, enfin, ce genre de choses, c'est pas forcément recommandé, pour des raisons tout simplement de connexion à soi, donc on n'est pas là forcément pour faire un défilé de mode, alors en Kundalini ou dans autre chose d'ailleurs, mais en Kundalini c'est plus marqué, hein, parce que c'est vraiment un yoga de la conscience, c'est plus intériorisé, on est plus sur de la méditation, il y a un aspect de spiritualité qui est plus visible, on va dire, donc ça peut sembler beaucoup plus austère, alors que bon, pas forcément. Mais sur le Sarwell, après moi, c'est aussi un choix parce que j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, ça laisse plus passer l'air. Et par ailleurs, dans un legging, parfois moi je peux me sentir, enfin pour la pratique, j'entends, compressé. Au niveau de la circulation sanguine, je préfère que ça circule naturellement plutôt qu'avec qu'un legging. Et au niveau donc des autres pratiques, de fait, j'ai la même façon de voir les choses pour le hatha. C'est-à-dire que pour moi, c'est important que mon sang circule le plus naturellement, sans aucune entrave. Donc, les leggings, c'est pas trop mon truc. Mais après, ça, c'est plus un goût personnel. Et puis, c'est vrai qu'après, en ayant discuté avec des copines indiennes qui m'avaient dit qu'effectivement, dans les ashrams en Inde, on déconseille complètement les leggings. Pourquoi? Après, ça, c'est peut-être, est-ce que c'est propre à la société indienne? Je ne sais pas, ne portons pas de jugement particulier là-dessus, mais parce qu'en fait, en même temps, ça peut attiser une forme et là c'est un grand débat féministe, mais pas de convoitise, mais on se mate en train de faire du yoga, pas forcément même vis-à-vis des hommes, mais ça peut être aussi une compétition entre femmes, quand il y a plus de pratiquantes femmes, de voir celle qui a le corps le plus parfait dans son legging. Parce qu'un legging, ça pardonne pas, hein. On a des bourrelets, on a de la cellulite, ça se voit immédiatement, immédiatement. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que par habitude, puisque moi je fais dire j'ai grandi, enfin, voilà, je sors d'une tradition donc de Hatha Yoga Shivananda qui est très voilà, pas traditionnaliste, mais on va dire un peu plus moins occidentalisé. Oui. En Shivananda, la tenue, c'est un pantalon large, donc c'est pas un sarouel, mais c'est un pantalon large de couleur blanche et puis un t-shirt. Voilà, dans la simplicité absolue. D'accord. Et par ailleurs aussi, au niveau des couleurs, mais on y viendra plus tard, tout ça aussi a une signification et un sens. Alors que c'est vrai, pour ce qui me concerne, et c'est là où c'est intéressant de discuter avec toi, c'est que
Moi, je pratique donc quasi exclusivement en legging, donc plus ou moins court selon la période de temps, hein, parce que c'est le legging qui me permet de disposer de la plus grande amplitude possible dans tous mes mouvements. Mhm. Et moi, je ne le ressens pas. C'était intéressant ce que tu disais sur la compression sanguine et donc la bonne circulation, parce que je n'ai pas du tout ce sentiment-là pour ce qui me concerne. Alors, et c'est ça qui est aussi étonnant. Toi, tu parlais du fait que tu suivais Shivananda et donc le Kundalini, hein, qui sont deux grandes traditions du yoga. Mhm. Et en fait, moi, je pratique, c'est vrai, une forme très occidentalisée de la pratique physique de yoga, à la fois le vinyasa et le forest yoga. Le forest yoga étant vraiment américain à 100%, le vinyasa, je pense que c'est un mélange qui a été réalisé par divers professeurs, on en parlera un jour, entre différents professeurs aussi bien européens qu'américains. Donc, je porte le legging vraiment par facilité. J'adore porter des leggings à tel point que j'en porte très souvent, et un t-shirt avec une brassière. Alors, je précise la brassière tout de suite parce qu'en fait, moi, il m'arrive de montrer mon nombril. Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas de corps de déesse. En fait, comme ici à Marseille, il fait très chaud et que mes deux pratiques sont intenses, et même le forest yoga se pratiquant dans une chaleur ambiante qui devrait être de 25 degrés. Donc, c'est vrai, certes, beaucoup moins qu'en Bikram yoga, par exemple. Je transpire beaucoup. Et le t-shirt devient gênant à ce moment-là. J'ai essayé plein de choses parce qu'effectivement, j'ai pensé à cette histoire de regarder le corps des autres, hein, ou d'offrir mon corps, entre guillemets, à la vision des autres. On va parler de ça parce que c'est intéressant. J'ai des bourrelets, et notamment au niveau de l'abdomen. Et donc, le problème du legging, c'est qu'effectivement, on voit bien les formes. Et pendant très longtemps, j'ai été très mal à l'aise, même si j'enlevais le t-shirt parce que j'avais trop chaud. Et quand je dis chaud, c'est vraiment, je sue énormément. Donc, c'était vraiment pour un confort dans ma pratique. J'avais honte de montrer mon corps. Alors que, bon, très honnêtement, dans les studios où j'ai pratiqué, il n'y avait pas ce... Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais remarqué, il n'y avait pas de voyeurisme. Mais j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise parce que je ne faisais pas partie des plus jeunes femmes qui étaient là dans la salle, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus sveltes. Et donc, il y avait ce malaise-là. Et je dirais que ça a servi de catharsis, le fait de pratiquer en legging et uniquement en brassière, parce que ça m'a appris à accepter mon corps tel qu'il est et non pas idéalisé comme on peut le voir, soit autour de soi, soit dans les magazines et les photos. Et en définitive, tu as complètement raison sur le fait, je n'exhibe pas mon corps. Très important en yoga, puisqu'il y a un respect en fait de toutes les personnes qui peuvent se trouver autour. Et je dirais même plus, c'est que pour moi, mon tapis de yoga est un lieu sacré. Donc, effectivement, on pourrait penser que le fait de s'habiller légèrement porte atteinte à cette sacralisation du tapis. Mais en fait, j'ai appris à être confortable avec cette idée parce que j'en avais besoin pour pratiquer à l'aise la partie physique. Dès qu'on revient en Shavasana, je remets un t-shirt. C'est-à-dire dans la posture de relaxation pour nos auditeurs. Oui, pardon, oui, c'est vrai. Donc, je remets un t-shirt, donc il n'y a pas de problème. Et effectivement, aussi, tu faisais référence à des vêtements propres. Anna Forrest insiste énormément sur le côté propre vestimentaire des professeurs de forest yoga, où il n'est pas admis d'avoir un t-shirt ayant des accros, des coups de peinture, un vêtement propre. Pourquoi? Parce que le professeur doit afficher une image de propreté, cette image étant également une image d'honnêteté.
Et par contre, elle est contre le fait de porter des vêtements sombres. Donc, on va parler peut-être du blanc. Je vais juste finir pour ce qui me concerne. Oui. Anna Forest demande à ses professeurs de mettre des couleurs, vraiment des couleurs. Parce que pour elle, mettre des couleurs éclatantes, c'est une façon de travailler déjà sur soi en tant que professeur, puis évidemment pour l'élève, et d'affirmer les choses, de ne pas se cacher derrière l'uniformité du legging et l'uniformité de la couleur. Et par ailleurs, sur la propreté, c'est aussi quand on revient au Yoga Sutra de Patanjali, donc l'ouvrage de référence qui a codifié le yoga, il y a 1500, un peu plus de 1500 ans, ça fait partie d'un des devoirs moraux et physiques, en fait, constitutifs en fait des étapes du yoga, c'est-à-dire la propreté sur soi-même, de soi en fait, donc son hygiène corporelle et l'hygiène aussi de ce que l'on porte. Et même j'irai plus loin, en Ayurveda, il est très important justement d'avoir des vêtements propres du jour, énergétiquement, pour ne pas absorber l'énergie de la veille, donc de reporter un vêtement, même si il peut sembler pas sale, du lendemain, pour qu'énergétiquement on rayonne d'une certaine façon. Ça, c'est sur la question de la propreté. Et sur les couleurs, mais avant de parler des couleurs, juste, je voulais faire une parenthèse sur une dernière forme de yoga qu'on n'a pas évoquée, qu'on évoque peu, qui est le Bikram, donc le hot yoga, donc qui se pratique dans une salle chauffée à plus de 40 degrés. D'ailleurs, nous pourrions inviter une très très bonne professeure de Bikram pour parler de cette pratique fort intéressante, qui n'est pas seulement commerciale, qui a vraiment aussi un effet thérapeutique. Donc, je reviens donc sur le Bikram, donc il se pratique dans une salle qui a plus de 40 degrés, je ne sais plus exactement combien. De ce fait-là, à plus de 40 degrés, on a très chaud, on transpire dès les 2-3 premières minutes, ça c'est une certitude, donc on est trempé, et c'est le but d'ailleurs. Donc, en Bikram, il n'y a pas de recommandation particulière, mais il est évident, l'ayant moi-même pratiqué, le pratiquant moi-même, qu'on ne peut pas y aller en sarouel ou en legging. C'est pas possible parce qu'en fait, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable et on a très, 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 très chaud. On est trempé, mais vraiment trempé, en fait. Donc, typiquement, là, c'est un yoga où le corps est visible, puisqu'on est souvent soit en short, même s'il y en a qui pratiquent en maillot de bain quasi, pour des raisons évidentes de praticité, mais il y a un rapport au corps qui est différent en Bikram, puisqu'en fait, on pratique devant un miroir. Donc, on se regarde, on se voit, on se regarde. Enfin, c'est surtout qu'on se voit. C'est pas qu'on s'admire, mais on se voit en train de pratiquer pour aussi, comment dirais-je, pouvoir corriger sa posture. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur le Bikram. Concernant les couleurs, donc, en Kundalini, l'enseignant doit être en blanc. Donc, je dis bien doit, c'est pas une recommandation, c'est une obligation. Pourquoi? Parce qu'énergétiquement, c'est comme Anna Forest, il y a une thérapie par les couleurs que l'on porte qui est importante comme notion, c'est-à-dire que le blanc, c'est aussi cette couleur qui reflète les autres couleurs, qui permet pas d'absorber les couleurs, mais non, en fait, les énergies des gens. Donc, il y a cette chose-là qui est importante. Par ailleurs, c'est pas forcément une question de pureté, là, c'est vraiment une histoire énergétique qui est mise en place. Et les pratiquants aussi sont invités, eux, à être en blanc de la même façon. Mais voilà, après, chacun fait comme il le souhaite. Voilà, c'est un cheminement personnel aussi, de porter des couleurs claires. Parce que ça veut dire qu'on devient, en tout cas dans notre esprit, on a l'impression qu'on est plus visible en blanc qu'en noir ou en marron. Et donc, c'est aussi une question d'affirmation de soi qui passe par cette couleur. Et pour l'enseignant, c'est aussi une façon d'être complètement dans une forme de neutralité en Kundalini Yoga. C'est-à-dire qu'on est au service de notre pratique
Et donc, les élèves nous voient comme représentants, comme instructeurs, transmetteurs d'une pratique, et non pas ma personne, Amar Jap, qui fabrique un cours de Kundalini Yoga à sa sauce. Alors évidemment, on a chacun notre personnalité, et d'un prof de Kundalini à l'autre, ça peut être le même cours, hein, même si c'est les mêmes séries. Il y a une ambiance générale qui va, oui, ouais, c'est difficile à décrire. Alors, ça peut être avec l'utilisation de la musique, ça peut être évidemment les thèmes abordés, la façon dont on transmet, donc qui sont propres aux professeurs, mais à la base, on est au service de notre discipline. D'où aussi cette couleur neutre. Donc, ça peut sembler très austère, finalement, austère d'être tout en blanc tout le temps quand on est enseignant, mais d'une certaine façon, c'est aussi comme une forme d'uniforme que l'on porte. Et là, je fais la jonction avec Shivananda, où les enseignants portent un pantalon blanc et un t-shirt jaune. Pourquoi jaune? Tu le sais? Je sais pas. Je sais pas pourquoi jaune. Sûrement par rapport au soleil, mais je demanderai. Tiens, pour le prochain podcast. Il faudra me relancer là-dessus. Je vais demander. C'est vrai que la symbolique des couleurs est très intéressante. Alors, tu parles du mot austérité pour la partie blanche, des vêtements blancs Kundalini. Je ne le vois pas comme ça. Pour moi, c'est la couleur de la pureté. Plus que de l'austérité. Alors, c'est vrai que je ne porte pas du blanc tout le temps, donc c'est peut-être le ressenti parfois. Mais c'est vraiment l'idée de la pureté. Et en définitive, il y a une espèce de message qui peut être diffusé envers les élèves. Mais ce message, il est évidemment aussi pour celui qui porte le vêtement. Tout à fait. Donc voilà, les chers auditeurs, si vous voulez bientôt commencer le yoga et que vous vous posez des questions sur votre tenue, choisissez quelque chose qui vous soit à vous le plus adapté pour votre pratique. Et je dirais, je pense que tu es d'accord avec moi, Amar Jap, c'est qu'il n'est pas utile de mettre des centaines d'euros dans l'achat d'un vêtement de yoga. Choisissez vraiment votre vêtement selon votre bourse, sauf si vous voulez vous faire plaisir. Vous avez plein de grandes marques qui se sont lancées dans le business du yoga, mais vous n'avez pas besoin de tout un attirail par rapport à ça. Et par ailleurs, je me permets d'ajouter, ma chère Caro, je vous invite à tester aussi les différentes tenues pour trouver la vôtre. Parce qu'en fait, on peut, voilà, nous, on vous donne ces indications, mais avant même de vous dire, bon, je souhaite être plutôt dans une forme traditionnaliste et donc dans des vêtements amples, ou à l'inverse, je me sens moderne, donc je vais mettre un legging et une brassière. Testez déjà là où vous êtes le plus à l'aise dans votre pratique. Et c'est ainsi que vous trouverez naturellement là où vous êtes le mieux, je pense. Essayez tout. Essayez le legging, essayez le sarouel, essayez le pantalon large, essayez le t-shirt, le vêtement un peu serré, et voyez là où vous êtes le mieux. Alors, moi, je rajouterais une chose, et je partage complètement ton opinion, ton conseil à ce sujet, c'est archi vrai. C'est prêter attention aussi à la matière du vêtement que vous voulez faire en fonction de la pratique que vous allez avoir. Parce que vous avez énormément, pour ce qui concerne les leggings, vous avez énormément de matières disponibles. Le coton, le synthétique. Bon, en synthétique, vous avez des motifs, vous avez à peu près tous les motifs imaginables. Et on vous dit que le synthétique, c'est fait à partir de matières qui ont été recyclées. Le coton, on vous parlera du coton bio. Moi, j'ai une idée très arrêtée sur le coton bio. Le coton a besoin de beaucoup d'eau. Qu'il soit bio, c'est-à-dire sans pesticides, c'est une chose, mais vouloir acheter un vêtement en coton bio, sachez qu'il faut beaucoup d'eau pour le fabriquer. Le synthétique, bon,
bien sûr, je ne suis pas non plus pour le synthétique d'ailleurs, parce que ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Si vous êtes une personne qui transpirait beaucoup, comme c'est mon cas, vérifiez d'abord si vous êtes à l'aise en transpirant avec. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous êtes dans une pratique intense où vous réalisez des équilibres, testez aussi, car avec certaines matières, on glisse plus facilement. Voilà, ça, c'était nos conseils sur les Et vêtements. juste un dernier point. En Kundalini Yoga, on recommande, mais en Shivananda aussi, je pense, uniquement des matières naturelles pour des raisons ayurvédiques, énergétiques. Donc, uniquement du coton ou de la soie, ou d'ailleurs, il n'y a rien d'autre, hein, ou du bambou. Enfin bon, pour des raisons énergétiques, traditionnellement, on porte uniquement des matières naturelles. Et alors, si on parlait maintenant du matériel, c'est-à-dire le tapis et les accessoires, briques, sangles, et un peu tout ce qu'on voit fleurir à droite à gauche pour améliorer votre pratique. Alors, je souhaiterais juste faire une petite introduction sur la question, Je t'en prie. si je me permets. Concernant les accessoires type sangle, briques, etc., en Kundalini Yoga et en Hatha traditionnel Shivananda, on n'utilise pas d'accessoires, pas ce type-là. Pourquoi? Parce qu'on estime, et là c'est purement philosophique, on estime que c'est le corps qui va faire le cheminement pour arriver jusqu'à la posture, et que de ce fait-là, on accepte que le corps ne va pas aussi loin que ce qu'il voudrait. D'accord? Donc, il n'y a pas d'aide, par exemple, avec les sangles. C'est accepter, il y a un chemin d'acceptation. Je dis qu'il est ni bien ni mal, hein, mais voilà, il y a un chemin d'acceptation de se dire que, par exemple, quand on fait la posture de la pince, donc c'est quand on est assis, les jambes tendues et qu'on met les mains sur les orteils. Si les mains n'arrivent pas jusqu'aux orteils, mais arrivent, imaginons, aux genoux, c'est d'accepter que le corps va jusque-là et pas au-delà. Et de ce fait-là, on ne simule pas, entre guillemets, la sensation. Ce qui est très différent, donc c'est pour ça que c'est juste vraiment un point de vue. Par exemple, Iyengar, qui est un yoga qui, à la base de la base, a une portée thérapeutique, où il est important que le corps ait la sensation de la posture accomplie. Et c'est pour cela qu'en fait, Iyengar ne peut pas se pratiquer du tout, d'ailleurs, sans accessoires, sans briques et sans sangles. Je ferme ma parenthèse. Alors que en Vinyasa et surtout en Forest Yoga, on utilise les accessoires. L'approche est un peu similaire à celle d'Iyengar. Alors, je dis un peu, pourquoi? En fait, la brique ou la sangle, ou on a aussi ce qu'on appelle le rouleau, sont des accessoires qui nous permettent de rentrer plus profondément dans le corps. Alors, je m'explique très rapidement. Le rouleau, c'est un tapis, un vieux tapis que vous avez récupéré et qui devient, que vous roulez et que vous utilisez pour faire les abdos, puisque en Forest Yoga, on fait beaucoup d'abdos. C'est la première chose. Donc là, c'est un accessoire où on va presser avec les cuisses le rouleau pour engager un peu plus les abdos. La brique et la sangle vont être utilisées dans des postures, non pas pour aller plus loin dans la posture, et c'est peut-être là qu'il y aura une différence avec Iyengar, mais en fait, pour nous aider à ne pas compenser anatomiquement, c'est-à-dire à introduire un déséquilibre dans le corps. Et pour ce qui me concerne, j'ai déjà fait du Hatha Yoga et c'est quelque chose qui m'a un peu choquée. Dans certaines postures comme le pigeon, on a fait la sirène aussi, où je voyais des gens mais complètement déhanchés parce qu'ils vont dans la posture maximale, mais en fait leur corps n'est pas prêt. Et alors c'est vrai ce que tu as dit juste avant, c'est qu'on laisse le temps au corps d'aller vers la posture et que normalement on devrait s'arrêter là où on doit s'arrêter. Donc en Forest Yoga, l'idée c'est d'aider le corps
non pas, par exemple, à faire une torsion complète. Non, c'est juste, par exemple, mettre la brique sous la main pour éviter de casser le dos. Souvent, quand on fait la pince debout en avant, donc c'est quand on va toucher ses pieds vers le sol, beaucoup de gens n'y parviennent pas. En forest yoga, on plie les genoux systématiquement. Et c'est quelque chose d'extrêmement important parce que sinon, les gens, en fait, ne plient pas le corps au niveau du bassin, ce qui doit être fait, mais au niveau des lombaires. Et systématiquement, les gens se font mal. Donc, on va utiliser, par exemple, les 2 briques surélevées pour pouvoir poser les mains dessus et on demande à l'élève de plier les genoux. C'est dans ces cas-là, en fait, qu'on utilise les accessoires en forest yoga. D'accord. Pour ce qui est du tapis, est-ce que tu as un certain nombre de recommandations pour nos auditeurs? Alors, juste pour vous dire, en Kundalini, la base est un tapis en peau de mouton. Alors, ça peut sembler bizarre, mais parce qu'en fait, ça permet de s'isoler du champ électromagnétique de la Terre. Voilà pourquoi vous verrez tous les profs, ou beaucoup de profs de Kundalini, avec leur peau de mouton. Plus ou moins grande, forcément, mais moi, par exemple, je le pose sur sur un tapis classique. Mais moi, j'ai aucune recommandation. C'est Caroline qui pourra vous donner des recommandations parce que je suis super nulle en fait en termes de tapis. Moi, tout ce que je lui demande, c'est de ne pas glisser dessus et qu'il soit suffisamment épais pour mes petites fesses. Eh bien, en fait, c'est effectivement ça. C'est-à-dire que l'unique tapis que vous devez rechercher, c'est un tapis où vous allez adhérer, mais vraiment adhérer pour être le plus à l'aise possible. Évitez les tapis qui sont qui ont une épaisseur très petite, donc qui ne sont pas très épais. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire des postures où vous allez poser les genoux sur le sol, au début, ça ne va rien faire. C'est sur la longueur que vous allez commencer à avoir mal aux genoux. Donc, pensez à une épaisseur qui ne soit pas non plus un matelas. C'est-à-dire, quand vous posez vos mains dessus, vous ne devez pas voir la main s'enfoncer dans la mousse du tapis. Donc ça, vous pouvez soit essayer en studio quand ils réouvriront les différents tapis et demander au professeur la marque du tapis, soit vous faites des essais. Moi, j'ai 5-6 tapis différents en fait. D'ailleurs, je tourne entre mes tapis et en fonction de la pratique, j'ai un tapis qui est génial, qui m'a coûté très cher, mais que j'ai depuis 7 ans déjà, qui donc quasi depuis le début, que je trouve extraordinaire. Je ne glisse pas du tout avec. Son problème, c'est qu'il est d'abord très lourd parce qu'il est fait en matière recyclable complètement à 100%. Donc c'est lourd et il est un peu dur. Alors en ce moment, je suis plutôt, comme j'ai un peu mal au genou, je vais plutôt aller sur un tapis où mon genou va un peu s'enfoncer, mais le tapis est ni trop épais, ni pas assez. Donc en fait, c'est une question de testing. Et la matière, évitez les matières glissantes. Parce que même si vous ne transpirez pas, la base de la posture physique, les pieds et les mains, s'ils ne trouvent pas la bonne adhésion, vont glisser d'eux-mêmes. Et vous n'allez jamais pouvoir réussir à tenir la posture. Pourquoi? Parce que les forces physiques, de pousser du sol, pas être, c'est physique, je veux dire, c'est physique, c'est de la science physique, le yoga aussi. Ces forces physiques ne vont pas entrer en action correctement. Donc, non seulement vous n'allez pas réaliser, mais à la rigueur, on s'en fiche un peu, la posture correctement, mais en plus, vous risquez de vous faire mal, en fait. C'est comme le legging. Choisissez. Prenez le temps de choisir. Un bon tapis de yoga, ça ne coûte pas 5 €. Un bon tapis de yoga, le coût, ça commence autour de 20 €. Ouais. 20-25 €. En dessous, non. Voilà, très clairement, non. C'est comme tout. Et un tapis de yoga se conserve longtemps. Avant que le tapis fasse un petit trou, j'en ai un où c'est le cas, en fait, ça fait
celui-là, je l'ai depuis le début de ma pratique. Finalement, je croyais que j'allais le jeter assez rapidement, mais je l'ai toujours. Et pourtant, mes pieds creusent régulièrement dans la surface. Il s'effiloche, mais c'est pas très grave. Une dernière chose, si tu me permets, Maï, c'est l'utilisation dans votre pratique personnelle d'autres ustensiles. On entend souvent parler de la roue, la yoga wheel, qui est en fait comme une roue en fait en plastique dur avec un petit revêtement un peu mou, où vous avez aussi certainement dû entendre parler d'un tabouret sur lequel vous pouvez faire des équilibres. Sachez que ce type d'instrument, c'est très fun de les posséder. J'en ai un, la Yoga Wheel, que j'utilise quasiment jamais. C'est mon plus grand regret, c'est de l'avoir acheté, parce que je pensais que ça allait m'aider à faire la roue complète. Pas du tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir un faux sentiment de réussir, par exemple, les postures d'inversion. Donc, vous avez la tête plus ou moins proche du sol et vous n'aurez jamais travaillé la véritable sensation de faire un équilibre sur les mains, donc un poirier, clairement. Hein. Alors, c'est super. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, faites-le, c'est si vous avez vraiment des difficultés au niveau des épaules et que vous ne ferez jamais d'équilibre sur les mains pour de vrai. Donc, pour pallier, en fait, l'absence de « Ah, je ne peux pas faire d'équilibre sur les mains », vous pouvez prendre ce type d'accessoires qui sont chers. Faites attention quand même à la matière utilisée pour tout ce qui est contact avec le corps pour que vous soyez quand même en sécurité. Le but du jeu du yoga dans la partie asanas, les postures, ce n'est pas de se blesser, de faire de la gymnastique, du fitness ou des acrobaties. C'est réaliser des postures qui, comme je vous le rappelle, on en a parlé dans le premier épisode du podcast, servent à aller vers un l'état de yoga où vous êtes dans votre conscience. Donc, que vous vous pliez en 2, en 4, vous mettiez les pieds derrière la tête, pour de vrai, ça n'a aucune importance. Donc, ce n'est pas grave si dans la pratique de toute votre vie, vous n'arrivez pas à faire certaines postures. Ce n'est pas là l'essentiel. C'est pour ça que avant de vous précipiter pour acheter ce type d'accessoires, prenez le temps de réfléchir, voire même de pouvoir les essayer dans un studio s'ils sont mis à disposition. Super, merci beaucoup, ma chère Caro, pour tous ces conseils. Je te remercie. Oh ben de rien. Non, merci beaucoup à toi, Maïmouna, parce que c'est intéressant de discuter sur, on va dire, 3 styles de yoga différents. Même 4 avec le Bikram, et de voir qu'en fait, selon la pratique, on a quand même des points communs, et puis il y a des différences. Donc, ce n'est pas la peine de se précipiter pour se faire une garde-robe yoga. Super. Écoute, merci beaucoup pour ce moment passé ensemble. On espère, chers auditeurs, que ça vous aidera. N'hésitez pas à nous poser des questions sur ce sujet. Bien, merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à toi, Maï. Merci à toi, Caro. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.